été fait avant l'arrêt du cours, nous allons voir les relations de passage dans les milieux aimantés et commencer par la propriété de circulation. Considérons une surface quelconque S parcourue par un courant surfacique de densité K et séparant deux milieux magnétiques 1 et 2. La normale à la surface N est dirigée du milieu 1 vers le milieu 2. Le vecteur unitaire T étant la tangente à S et le vecteur unitaire U est perpendiculaire au plan formé par T et N. Si on applique le théorème d'Ampère au contour rectangulaire fermé de dimension faible, de telle sorte à négliger la circulation de H suivant les côtés A1, A2 et D1, D2, et considérer H1 et H2 constants sur les côtés A1, D1 et A2, D2, on aura la relation H2 scalaire A2, D2 plus H1 scalaire D1, A1 égale à I. Le courant qui traverse la surface de séparation S à l'intérieur du contour fermé et qui est l'intégrale sur la longueur A2, D2 ou A1, D1 de la projection de la densité du courant surfacique K suivant le vecteur directeur U. D'où la relation de passage H2 moins H1 scalaire, la tangente, égale la densité surfacique du courant réel K, scalaire le vecteur unitaire U. En utilisant la relation T égale à U vectoriel N, car les trois vecteurs constituent un trièdre direct, et la propriété du produit mixte, on trouve la relation de passage souvent utilisée N vectoriel H2 moins H1 sur la surface de séparation égale la densité surfacique du courant réel K, d'où la discontinuité de la composante tangentielle de H. Passons maintenant à la propriété de flux. Considérons deux milieux magnétiques séparés par une surface S, parcourus par un courant surfacique de densité K. La normale N à la surface de séparation S étant dirigée du milieu 1 vers le milieu 2. Appliquons maintenant la conservation du flux à travers la surface d'un petit cylindre fermé de surface sigma, considéré comme surface de Gauss. Les points M1 et M2, qui sont les centres des sections droites du cylindre, respectivement dans les milieux 1 et 2, sont très proches de la surface de séparation S, d'où un flux sortant de la surface latérale négligeable. La normale à la surface dans le milieu 1 est opposée à celle dans le milieu 2. Les flux sortant de ces deux surfaces sont donc de signes opposés. L'aire commune aux deux sections droites de faible dimension étant la même pour les deux sections, ce qui donne la relation de passage N scalaire B2 moins B1 sur la surface de séparation égale 0 et donc continuité des composantes normales de P à la traversée de la surface de séparation S. Passons maintenant à un récapitulatif de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Commençons par la propriété de flux. Pour la forme intégrale, on a vu qu'il y a toujours conservation du flux sortant d'une surface fermée dont les milieux aimantés. Et pour la forme locale, divergence de P reste toujours égale à 0.
Les relations de passage montrent la continuité des composantes normales de B de part et d'autre de la surface de séparation. Pour la propriété de circulation, on a vu pour la forme intégrale que la circulation de H sur un contour fermé est égale à la somme des courants réels à l'intérieur de ce contour. Et pour la forme locale rotationnelle de H est égale à la densité volumique du courant réel. Les relations de passage montrent la discontinuité des composantes tangentielles de H à la traversée de la surface de séparation. Enfin, la relation du milieu s'écrit l'excitation H est égale le champ magnétique B sur la perméabilité du vide mu0 moins l'aimantation M. Cette relation est valable quelle que soit la nature du milieu. Passons maintenant au milieu magnétique parfait, dit linéaire homogène isotrope, HI. Dans ces milieux, l'aimantation grand M est proportionnelle à l'excitation H. Cette proportionnalité se traduit par la relation M égale à Km fois H, où Km est la susceptibilité magnétique qui est sans dimension. En partant de la relation H est égal à B sur mu0 moins grand M, on aura la relation linéaire H est égal à B sur mu, où mu est égal à mu0 mu R, et la perméabilité absolue qui a la même unité que mu0, c'est Henry par mètre. Et mu R qui est égal à 1 plus Km et la perméabilité relative par rapport au vide sans dimension. Km peut être positif ou négatif, selon le type de matériau. Il est négatif pour les milieux diamagnétiques où M est opposé au champ appliqué, et positif pour les milieux paramagnétiques où M est dans le même sens que le champ appliqué. Dans les deux cas, la valeur de Km est négligeable devant 1. Maintenant, on va vous donner un tableau donnant les valeurs des susceptibilités magnétiques pour quelques matériaux diamagnétiques et paramagnétiques. Commençons par les diamagnétiques. On constate que pour ces matériaux, Km est négative et sa valeur varie entre 4-10-8 et 1,7-10-4 et il est indépendante de la température T. Pour les paramagnétiques dispersés de forme gazeuse, les valeurs sont positives et un peu supérieures à celles des diamagnétiques, mais restent toujours faibles et ils sont inversement proportionnels à la température selon la loi de Curie. Pour les paramagnétiques condensés de forme liquide ou solide, les valeurs sont aussi positives et un peu supérieures à celles des paramagnétiques dispersés, mais sont toujours faibles et ils sont inversement proportionnels à la température moins une constante selon la loi de Curie-Weiss. Pour tous ces matériaux, la susceptibilité magnétique est très faible. On peut donc confondre facilement leur perméabilité magnétique absolue mu avec celle du vide mu0. Nous allons voir maintenant comment seront les équations de la magnétostatique dans un milieu magnétique linéaire homogène isotrope. Et commençons par l'équation locale qui, en remplaçant B par mu H, devient rotationnelle de B est égal à mu fois J, ce qui donne une circulation de B sur un contour fermé est égal à mu
fois la somme des courants réels à l'intérieur de ce contour. Mu dans cette relation inclut les effets d'aimantation. En partant de divergence de B égale à 0, on peut montrer que dans un milieu linéaire homogène isotrope, le flux de l'excitation H est aussi conservatif. Passons maintenant aux forces subies par un matériau magnétique dans un champ magnétique extérieur non uniforme. Si on place un matériau magnétique dans un champ magnétique non uniforme, il subit des forces et des couples de forces qui proviennent de l'interaction du champ magnétique avec les dipôles magnétiques du matériau. Chaque élément de volume d'étau du matériau aimanté, avec une aimantation au grand M, se comporte comme une boucle de courant de surface S et de courant I, et dont le moment magnétique I dm est égal à l'aimantation M fois d'étau égale aussi à I fois la surface. La force élémentaire dF agissant sur cette boucle de courant s'écrit dF est égal à l'intégrale sur le contour de la boucle de IDL vectoriel B, où dL est un élément de courant de la boucle. Après des calculs utilisant l'approximation dipolaire, la composante de la force par unité de volume suivant l'axe X d'un repère X, Y, Z s'écrit dFx sur dτ égale l'aimantation M scalaire la variation de B par rapport à la coordonnée X. Si le matériau est diamagnétique ou paramagnétique, mu peut être confondu avec mu0. D'où l'aimantation M est égale à Km fois l'excitation H est égale à Km fois le champ B sur mu0. Et la force par unité de volume suivant X devient Km sur 2 fois mu0 fois la variation de B au carré par rapport à X. Si on tient compte des trois axes X, Y, Z, la force par unité de volume pour un matériau diamagnétique ou paramagnétique s'écrit sous forme vectorielle dF sur dτ égale Km sur 2 fois mu0 fois le gradient de B au carré. Cette dernière relation montre que les paramagnétiques où Km est supérieur à 0 sont attirés vers les régions de champ intense. Par contre, les diamagnétiques où Km est inférieur à 0 sont repoussés par ces régions. En ce qui suit, on va donner l'énergie magnétostatique en présence d'un milieu magnétique. Considérons un milieu conducteur de volume τ dans lequel on établit une distribution de courant de densité volumique J. Cette distribution continue de courant produit en tout point de l'espace le potentiel vecteur A, ce qui donne l'énergie potentielle grand W est égal à 1,5 fois l'intégrale sur le volume τ de la distribution de courant de J scalaire le potentiel vecteur A. Cette intégrale peut être étendue à tout l'espace puisque J égale à 0 en dehors du volume de la distribution de courant. Utilisons l'équation locale rotationnelle de H est égale à J, ainsi que la relation mathématique divergence de A vectoriel H, l'énergie potentielle s'écrit sous forme de deux intégrales de volume.
D'après le théorème de Strogarsky, la deuxième intégrale se transforme en une intégrale de surface englobant l'espace entier et pouvant être considérée comme une sphère de rayon R, tendant vers l'infini. Et comme H varie en 1 sur R au carré, A en 1 sur R et S en R au carré, cette intégrale qui se porte sur tous les points de la surface tend vers 0 lorsque R tend vers l'infini. Il reste la première intégrale qui se porte sur tous les points de volume et qui reste finie contrairement aux points de surface. D'où une intégrale non nulle équivaut 1/2 fois l'intégrale sur le volume de l'espace de H scalaire B si on remplace rotationnel A par B. Dans le cas d'un milieu parfait, nous remplaçons H par B sur mu. De la densité volumique de l'énergie magnétostatique localisée dans l'espace, petit WB égale à B au carré sur 2 mu. Passons maintenant à un exemple permettant de calculer l'énergie potentielle magnétostatique d'un solénoïde infini contenant un matériau magnétique linéaire homogène isotrope. Cs est la surface du solénoïde de n spire parcouru par un courant I. IL petit l sa longueur, son volume vaut S fois petit l. D'autre part, le champ magnétique pour un solénoïde infini contenant un matériau magnétique linéaire homogène isotrope est mu fois n sur petit l fois I, ce qui donne, en partant de l'expression de la densité volumique d'énergie, l'énergie emmagasinée dans une bobine et qui est égale à 1/2 fois grand L fois I au carré, où grand L est l'auto-inductance de la bobine. Merci.